Merci. Supposons que vous emmenez un grand navire de guerre au combat à l'ère des navires blindés. Vous avez ouvert le feu sur l'ennemi et au moins un de vos obus a touché sa cible. Félicitations. Et encore mieux, il a touché quelque chose qui est assez lourdement blindé, donc ce qui se trouve de l'autre côté de ce blindage est probablement très important pour le fonctionnement continu de ce navire ennemi. Cela pourrait être leur machinerie, leur magazine, ou même les canons d'une tourelle qui vient de vous tirer dessus. Cependant, la prochaine étape de la procédure est que l'obus doit réellement pénétrer le blindage qu'il a touché. La manière dont cela se produit dépend, dans une certaine mesure, du type d'obus que vous tirez et du type de blindage que vous touchez. Une sphère solide de fer frappant une plaque de fer dans les années 1860 sera une affaire plutôt différente par rapport à un obus perforant à coiffe frappant de l'acier trempé de type Krupp dans la Première ou la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui se trouve entre ces scénarios. Aujourd'hui, nous nous concentrerons uniquement sur la mécanique de la pénétration des obus durant les dernières phases de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les hypothèses que nous faisons sont que l'obus se déplace relativement vite, qu'il a une sorte de coiffe perforante et qu'il frappe une plaque d'acier qui a une face durcie et un dos plus doux, mais qui est un morceau homogène de métal. Notez bien sûr qu'en conséquence, les descriptions qui s'appliquent aux engagements de tank contre tank, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale ou peu après, ne s'appliquent généralement pas car la façon dont la plupart des obus de tank pénètrent, la plupart des armures de tank, du moins avant que nous n'arrivions aux composites modernes, est une autre paire de manches par rapport aux obus AP à coiffe frappant de l'acier trempé. Il y a des exceptions à cette règle, mais enfin. Le principal problème que vous avez maintenant est que votre obus est nécessairement un corps creux rigide, car il contient l'explosif qui impacte une plaque d'armure beaucoup plus massive. Au point de contact avec un obus étant un objet relativement dur et la face de l'armure étant également dure, vous allez vous heurter directement à l'une des lois du mouvement de Newton, celle qui dit que chaque action a une réaction égale et opposée. Ainsi, si un obus relativement pointu frappe la plaque d'armure, la force de l'impact de l'obus est bien sûr transmise à l'armure, mais une force égale et opposée de résistance est transmise en retour dans l'obus. Maintenant, lors d'une collision qui se produit dans le temps entre des objets plus doux et plus ductiles, la distribution de l'énergie impliquée peut être quelque peu répartie sur cette période, par rapport à entre des objets relativement durs et rigides. Mais il y aura toujours une onde de choc initiale qui se propage à partir de là. Bref, instant où ni le projectile ni la cible n'ont subi de déformation significative. Cette onde de choc, soit dit en passant, est ce qui génère la plupart des éclats lorsqu'un boulet de canon frappe le flanc d'un navire en bois, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo qui a été faite à ce sujet au musée Vasa si vous voulez en savoir plus sur ce type d'interaction plus ancien entre un tir et une coque. Maintenant, dans notre cas, parce que nous examinons une armure de plaque durcie face à une coquille relativement dure, nous ne comptons pas le cap AP pour 1 minute, et vous verrez pourquoi dans 1 seconde, l'onde de choc serait bien sûr beaucoup plus puissante, en partie à cause des énergies beaucoup plus grandes impliquées, et en partie parce que grâce à la nature dure des deux objets, le temps impliqué dans la transmission de l'énergie est beaucoup réduit. C'est par exemple pourquoi vous pouvez prendre une bille de verre assez épaisse et la laisser tomber sur une table en bois, et elle ne se brisera probablement pas, mais faites exactement la même chose sur une enclume en métal solide, et il y a de fortes chances qu'elle se brise. C'est exactement la même énergie, c'est juste la façon dont cette énergie est répartie sur le temps de l'impact. Ce à quoi tout cela aboutit, c'est qu'il y a maintenant 2 contraintes plutôt importantes qui agissent sur la coquille. L'onde de choc qui se propage dans la coquille à partir du point d'impact et la compression de la coquille due à l'inertie, car au moment de l'impact, la pointe de la coquille s'est soit arrêtée
ou du moins a considérablement ralenti selon la précision de l'analyse que vous faites, mais le reste du corps de la coquille essaye toujours de progresser dans la direction qu'il suivait auparavant. Laissé dans cet état, soit l'onde de choc pourrait faire éclater la coquille, soit la compression pourrait faire fendre la coquille et se replier sur elle-même, ou, plus réaliste, une combinaison des deux ferait éclater la coquille de l'intérieur, vous laissant au mieux avec une explosion de faible ordre. À l'extérieur de la plaque d'armure, il y a aussi une onde de choc qui est transmise à l'armure, mais la plaque d'armure est beaucoup plus massive, elle n'est pas creuse, elle a un support externe et des renforts, et tout cela sert à mieux répartir ses forces, donc dans ce scénario, elle va probablement survivre sans trop de dommages. Notez bien sûr que si vous avez un obus très grand, comme par exemple les 18.1 pouces de Yamato ou les 16 pouces super lourds, impactant une armure très mince, disons, sur un croiseur léger. Cela inverse pratiquement tout ce qui précède. Mais puisque nous supposons que nous parlons d'un engagement de navire de guerre contre navire de guerre ici, pour que votre obus ne se désintègre pas simplement à l'impact, il a le capuchon perforant d'armure dessus. Maintenant, selon exactement combien ce capuchon perforant d'armure est dur, les effets à l'impact peuvent être légèrement différents. Mais puisque le type de capuchon perforant d'armure plus dur est beaucoup plus courant si vous agrégez tous les obus de cuirassé de la Première et de la Seconde Guerre mondiale dans leur ensemble, nous considérerons ce scénario. Le capuchon perforant d'armure va être attaché au corps principal de l'obus, mais pas de beaucoup. Les points de fixation doivent être suffisants pour garantir que le capuchon reste en place pendant que l'obus est tiré, pendant qu'il vole dans l'air et lors de l'impact initial, mais c'est vraiment tout. Maintenant, le capuchon perforant d'armure ne doit pas être confondu avec le pare-brise qui est un boîtier beaucoup plus allongé en forme de cône qui se place sur l'obus et le capuchon et qui est présent pour des raisons aérodynamiques. Il est si mince et fragile par rapport à tout le reste qui est impliqué dans cette collision que bien qu'il se désintègre pratiquement à l'impact, il peut essentiellement être considéré comme non présent aux fins de la pénétration de l'armure. Maintenant, lorsque le capuchon perforant d'armure frappe l'armure, vous allez rencontrer les mêmes problèmes que nous avons décrits précédemment avec les ondes de choc et la compression due à l'inertie et ainsi de suite, sauf que l'onde de choc traversant le capuchon AP va tendre à briser les connexions avec le corps principal de l'obus, préservant ainsi l'obus des pires effets initiaux de cette onde de choc d'impact initial, puisque la transmission du choc, même à travers des matériaux qui se touchent, est généralement légèrement moins efficace que la transmission de ce même choc à travers des matériaux qui sont physiquement reliés ensemble. Ensuite, comme le capuchon AP est essentiellement juste une masse concave solide de métal, il peut être rendu sensiblement plus dur que le corps de l'obus qui ne peut pas se permettre d'être trop fragile, et donc le capuchon perforant d'armure, poussé par sa propre inertie ainsi que celle de l'obus derrière lui, commence essentiellement à s'annihiler mutuellement avec une partie de la plaque d'armure en idéalement perforant un divot dans la face durcie, même si la combinaison de l'onde de choc d'impact, la collision continue et la pression exercée par le fait qu'il est maintenant coincé entre la plaque d'armure d'une part et le reste de l'obus qui arrive de l'autre, tendra à le détruire. Bien sûr, si l'armure est sévèrement surpassée par le projectile entrant, alors ce capuchon perforant d'armure peut être transporté en entier ou en grande partie. Mais pour les besoins de ce que nous décrivons, nous supposons que l'obus et l'armure sont relativement bien assortis, et si une pénétration va se produire, ce sera juste. Maintenant, le premier divot que le capuchon perforant d'armure a créé est ensuite exploité par le corps principal de l'obus, qui a maintenant moins d'épaisseur absolue d'armure à pénétrer, et beaucoup moins de la face durcie à traverser. Et si cet impact se produit loin de la perpendiculaire, cela peut également donner à l'obus un degré de normalisation, réalignant l'obus plus près de la perpendiculaire, ce qui est l'idéal si vous voulez maximiser la pénétration, et cela se produit en partie à cause de la friction d'une partie du capuchon perforant d'armure étant le premier morceau à frapper l'armure avant le reste, ce qui génère un moment de rotation vers la perpendiculaire.
Tout cela a également pour effet de précontraindre quelque peu la plaque d'armure, de sorte que lorsque le corps de l'obus traverse soit le capuchon perforant d'armure en désintégration, soit il pousse simplement ce capuchon vers l'avant, l'effet cumulatif est de permettre à l'obus dans son ensemble ou au corps seul un travail plus facile pour percer la protection qui reste. Bien sûr, tout cela se passe en une fraction de seconde et c'est une vue d'ensemble extrêmement simplifiée de la pénétration de l'armure par les obus de cuirassé pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, car en réalité, vous devriez tenir compte d'autres choses, y compris mais sans s'y limiter, l'impact étant au moins quelque peu ou plus le long des lignes de la mécanique des fluides, par opposition aux collisions de matériaux solides, ce à quoi vous pourriez vous attendre, ainsi que la gestion des augmentations spectaculaires de température dû à l'énergie exercée au point d'impact et l'effet que cela a sur tout, en particulier les métaux et leur capacité à résister à des choses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'examen des pénétrations d'obus sur l'armure de cuirassé peut, en partie ou en totalité, se retrouver avec des restes de la plaque d'armure qui ressemblent plus à de l'armure fondue et quelqu'un l'a ensuite poussé à travers plutôt qu'un morceau de métal solide brisé ou déchiré que vous pourriez autrement attendre et expliquera également pourquoi cet effet perçu peut varier au fur et à mesure que vous traversez la profondeur de la pénétration. Maintenant, si toute cette énergie va réellement suffire à traverser l'armure, ou si la plaque va arrêter ou rejeter l'obus, dépend de la quantité de matière que l'obus doit atteindre par rapport à la quantité d'énergie avec laquelle il arrive, et c'est pourquoi l'angle de chute et la vitesse d'impact, qui sont liés à la portée de l'obus, vous donneront des chiffres de pénétration différents pour différents canons dans différents scénarios. Le type exact de matériaux utilisés pour fabriquer les composants de l'obus et l'armure, en termes de dureté et de résistance à la traction, affectera également les résultats. Et bien sûr, c'est avant que vous ayez diverses variables de la bataille qui peuvent inclure, mais ne sont pas limitées au rôle du navire cible qui pourrait changer l'angle d'impact à tout moment donné. La qualité et la fiabilité du propulseur de l'obus qui peut faire arriver l'obus avec plus ou moins d'énergie ou à un angle plus abrupt ou plus doux que vous ne le feriez théoriquement sur papier. Vous pourriez avoir des contrôles de qualité avec la plaque d'armure et vérifier si le fusible de votre obus va fonctionner correctement, permettant à l'obus de faire de son mieux pour traverser l'armure, avant de faire exploser l'obus de l'intérieur. Tout cela est une brève introduction pour expliquer à nouveau en termes très basiques pourquoi les obus sont capables de percer l'armure, mais aussi pourquoi les choses pourraient ne pas nécessairement se passer aussi bien que ce que les statistiques sur papier suggèrent, ou inversement, elles pourraient aussi se passer beaucoup mieux que ce que vos calculs sur papier suggèrent. Nous allons donc maintenant examiner quelques brefs exemples de quand un navire a été touché et comment son armure a réagi. Bien sûr, il y a aussi une préface à cela, car nous devons souligner que les navires qui ont été le plus touchés et qui fournissent donc les meilleures études de cas ou qui ont été touchés de la manière la plus intéressante ont tendance à être aussi ceux qui ont coulé et donc l'examen de ces coups en détail extrême est beaucoup plus difficile, potentiellement même impossible, alors que les navires qui survivent ont tendance à le faire en n'étant pas vraiment touchés autant, ce qui nous laisse avec un pool de données beaucoup plus petit à partir duquel nous pouvons tirer, et de plus, même lorsque nous pouvons regarder une épave et voir des dommages physiques, comme lorsque vous regardez la tour de contrôle perforée du Bismarck, le fait que le navire a coulé et que ses archives ont été en grande partie perdues, signifie que nous sommes dans une position beaucoup plus mauvaise lorsque nous essayons de déterminer exactement quand ce coup particulier a eu lieu, et donc de faire une corrélation entre les journaux de bord du navire et les journaux de bord des personnes qui tiraient dessus. À quelle distance cet impact a eu lieu? Maintenant, bien qu'une estimation puisse être faite, il y a suffisamment de marge d'erreur dans le temps dans ces estimations pour évaluer si l'obus en question a fait mieux, pire ou à peu près comme prévu. Est presque impossible sauf dans des cas très très spécifiques. Les exemples que nous allons examiner proviennent tous de la Première Guerre mondiale ou, dans un cas, peu après, en utilisant sa technologie. Si vous souhaitez que je fasse un suivi de cette vidéo où nous examinons quelques exemples de la Seconde Guerre mondiale d'impact de projectiles perforants sur l'armure de navires de guerre, ou peut-être certains des autres impacts de la Première Guerre mondiale, faites-le moi savoir dans les commentaires, mais j'ai pensé que c'était un bon groupe pour commencer. Nous allons maintenant commencer avec l'événement le plus récent de ce groupe,
Les essais de Baden. Bien sûr, le cuirassé allemand Baden était l'un des rares navires qui ont été empêchés de couler complètement lorsque la majeure partie de la flotte de haute mer s'est sabordée à Scapa Flow, et après la guerre, les Britanniques ont décidé d'utiliser ce navire pour certains tests. Dans ce cas particulier, des tests des nouveaux obus de 15 pouces Green Boy dans diverses circonstances et sous divers types. À cette fin, le Baden a reçu une liste de 11 degrés en direction du moniteur Her Majesty's Ship Terra, qui était stationné à une courte distance et armé d'une paire de canons de 15 pouces. La charge de chaque canon de Terra a été réduite de telle sorte que les obus atteindraient la cible à environ 1550 pieds par seconde, avec un angle de chute résultant de la sortie de l'obus du canon et parcourant cette distance de juste moins de 2 degrés. Maintenant, puisque Terra était assez proche pour choisir des éléments individuels de fardeau à cibler, c'est pourquoi cette chute en elle-même est assez petite. Cependant, si vous combinez cette chute avec la liste artificielle, les obus impactent maintenant à un angle d'environ juste en dessous de 14 degrés. L'effet global de la vitesse réduite et de cet angle d'impact révisé simule essentiellement l'effet d'un obus qui frappe après avoir été tiré à environ 15 500 yards sans avoir réellement à tirer de cette distance. Le navire roulait bien sûr aussi un peu. Comme ce serait le cas lors d'une véritable bataille, l'angle précis d'impact pour chaque tir varierait donc un peu d'un degré ou deux. Différentes parties du navire ont été ciblées par des obus AP, des obus HE et des obus charge perforante capuchonnés, mais les tirs qui nous intéressent pour cette vidéo sont quelques-uns qui ont été dirigés vers une plaque d'armure de 350 mm ou 13,8 pouces, spécifiquement la plaque d'armure trouvée sur les faces de tourelles de barbette et les tours de contrôle à bord du Baden. Si ces tirs pénétreraient sur le papier dépend de la source particulière que vous choisissez, mais la plupart d'entre eux semblent suggérer qu'un obus de l'époque de la Première Guerre mondiale, comme ceux qui ont été utilisés, aurait du mal à pénétrer à la portée simulée, et seuls les obus de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui sont légèrement plus lourds et quelque peu plus modifiés, auraient une chance raisonnable de passer à travers, et même alors, probablement seulement de justesse. Mais sur les 3 obus Armor Piercing Capped qui ont été tirés sur cette armure, le premier a réussi à pénétrer l'armure barbée de l'une des tourelles arrière et a causé des dommages substantiels au rouleau de la tourelle à l'intérieur, ce qui aurait désactivé la capacité de la tourelle à traverser en combat, la mettant essentiellement hors d'action. Maintenant, l'effet que cette explosion interne aurait eu sur les hommes et les munitions à proximité est inconnu, car bien sûr, étant un Hulk, aucun de ces éléments n'était présent. Le tir suivant a été dirigé contre la plaque avant de la tourelle de super tir avant, et cela a traversé tout le chemin, se terminant contre le coulisseau de recul du canon droit. Le premier obus a frappé à un angle cumulatif, une fois que vous prenez en compte la chute ainsi que tout déplacement horizontal, d'environ 11 degrés et le second est arrivé à quelque part autour de 17 degrés plus ou moins 1 degré car la tourelle était partiellement tournée loin de la terreur et encore une fois ce sont des angles cumulatifs prenant en compte l'angle de chute et l'angle horizontal. Le dernier tir a frappé à un angle cumulatif d'environ 30 degrés sur la tour de contrôle, et bien que l'armure de la tour de contrôle ait cassé, craqué, gonflé, et que la plaque a été enfoncée par le coup, l'intérieur de la tour de contrôle est resté globalement intact, bien que des éclats aient été trouvés à l'intérieur, et bien sûr, l'effet que cela, plus le choc transmis pourrait avoir eu sur l'équipage, était inconnu en raison de l'absence compréhensible de tout être vivant à l'intérieur en premier lieu. Dans l'ensemble, donc, le 15 pouces 42 avec les obus Green Boy a surperformé par rapport aux données attendues sur papier, en ajoutant presque efficacement 2 pouces supplémentaires de pénétration, sauf lorsqu'il était tiré à un angle d'impact nettement plus grand.
Cela suggère que les navires allemands de la Première Guerre mondiale, avec une armure allant jusqu'à 350 mm d'épaisseur, seraient entièrement vulnérables au feu d'obus de 15 pouces dans, disons, un scénario théorique de dernier recours de la flotte de haute mer en 1918 à peu près, à n'importe quelle portée sous 20 000 yards, une fois que vous avez ajusté les courbes de pénétration, à l'exception bien sûr de tout impact qui a eu lieu à un angle cumulatif significatif. Passons maintenant à un navire qui a réellement été touché au combat. Von der Tann a bien sûr été touché plusieurs fois à Jutland. Un coup droit à l'arrière à une distance extrême de Barham semble être arrivé d'une distance entre 22 000 et 23 000 yards. L'armure qui a été touchée faisait partie de l'armure distribuée étendue du navire et elle n'était donc épaisse que de 4 pouces au maximum. Donc, même à ce genre de distance, la pénétration aurait théoriquement dû se produire. Cependant, il semble que l'obus a explosé alors qu'il traversait encore la plaque d'armure. Il existe plusieurs raisons possibles expliquant cet événement. Premièrement, ce coup a eu lieu juste en dessous de la ligne de flottaison, donc l'obus en question aurait probablement été quelque peu ralenti et aurait également pu avoir son détonateur déclenché prématurément en touchant d'eau en premier. L'autre possibilité est que, comme souvent à Jutland, les fusées d'obus britanniques ou leurs charges explosives étaient trop sensibles et ont détonné prématurément. Dans les deux cas, l'explosion a provoqué la rupture de gros morceaux d'armure et la plaque de 4 pouces a également été significativement déplacée, ce qui a permis à 600 tonnes d'eau de s'infiltrer ainsi qu'à faire osciller la poupe du navire plusieurs fois. L'autre coup, qui a atterri directement sur une plaque substantielle, était un coup du Her Majesty's Ship Tiger sur la barbette de la tourelle la plus avancée, qui était de 8 pouces d'épaisseur au point d'impact. Cela semble s'être produit quelque part entre 16 000 et 18 000 yards, une portée à laquelle on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'un obus de 13,5 pouces de l'époque pénètre. Il semble dans ce cas que l'obus ait définitivement explosé trop tôt. Mais il avait déjà suffisamment pénétré pour que l'explosion souffle un grand trou de 35 pouces de diamètre dans la barbette de toute façon, avec les débris qui se sont introduits dans la barbette, détruisant les moteurs de rotation de la tourelle, les flammes de l'explosion causant 8 victimes, et ainsi la tourelle étant bloquée. Il a également été noté que l'impact a fissuré l'armure de la barbette sur une zone beaucoup plus large que simplement le trou qui a été soufflé à travers elle, indiquant que si ce n'était pour la détonation prématurée, l'obus aurait probablement fait tout le chemin à travers, tout comme l'obus de 15 pouces a fait son chemin à travers la barbette de Barden. Et puis nous avons Seydlitz. Maintenant, bien sûr, j'ai déjà fait une vidéo sur Seydlitz et les différents coups qu'elle a pris à Jutland. Et donc, à la place, regardons les coups qu'elle a pris à Doggerbank. À une distance d'environ 17 000 à 17 500 yards, elle a été célèbrement touchée par le Her Majesty's Ship Leon sur la barbette de l'une de ses tourelles arrière. C'est assez intéressant car la pénétration elle-même n'a techniquement pas été réalisée, mais presque tous les effets de la pénétration l'ont été. L'obus a traversé le pont puis a frappé l'armure de la barbette épaisse de 9,1 pouces. Maintenant, à cette distance, les calculs sur papier suggèrent que la pénétration va être tout simplement impossible et en effet, l'obus a explosé alors qu'il était en contact avec l'armure plutôt qu'après avoir traversé. Cependant, il semble que le cône d'onde de choc de l'impact tel qu'il s'est produit initialement avait suffisamment affaibli l'armure, spécifiquement le long de ses lignes de faille, que l'explosion a ensuite éjecté un bouchon de métal vaguement en forme de champignon de la taille et de la forme que vous vous attendriez à être déplacé par une pénétration réelle, et il a ensuite envoyé ce morceau d'acier d'armure surchauffé dans les zones internes de la barbette. Cela a déclenché les charges à l'intérieur et l'incendie qui en a résulté finirait par consumer les deux tourelles arrière, causant de nombreuses pertes de vie. Incidentalement, si les gens se demandent comment nous savons que l'obus n'a pas traversé dans les suites lorsque le Seydlitz est rentré au port, ils ont enquêté et ont trouvé tous les fragments de l'obus à l'extérieur de la barbette et aucun à l'intérieur, ce qui indique que lorsque l'obus a explosé, quelque chose empêchait les fragments d'entrer, ce qui serait le bouchon qui a été poussé à la place. Un second obus de 13,5 pouces a été tiré,
à une portée largement similaire, peut-être milliards de moins environ. Ce coup a touché la ceinture d'armure de 12 pouces, mais il n'a pas réussi à faire beaucoup plus que de pousser un peu la ceinture. Cela a entraîné une petite quantité de fuite, car la quantité que la ceinture avait été poussée n'était pas supérieure à l'épaisseur de la plaque, donc rien de majeur ne s'est produit. Ce résultat n'est pas surprenant, le coup étant bien au-delà de la portée de pénétration probable. Et qu'en est-il du Lion, le navire qui a d'abord frappé le Seydlitz? Maintenant, bien sûr, Lion a été touché de nombreuses fois à Dogger Bank par Revenge, mais un tir vers 11 heures moins le quart est assez notable, car il a touché la ceinture principale de 9 pouces à un moment où nous pouvons être assez sûrs de la portée. Dans ce cas, c'était probablement juste un peu plus de 16 000 yards, et nous pouvons aussi être sûrs de quel navire était responsable, le croiseur de bataille armé de 12 pouces d'Airflinger. À cette portée, l'obus allemand de 12 pouces sur papier est tout juste capable de percer 9 pouces d'armure, mais l'angle relatif entre les deux navires était assez sévère, donc il y avait pas mal d'angulation horizontale en cours. Et donc, comme avec l'angle d'impact significatif qui s'est produit lorsque la tour de contrôle de Barden a été touchée, la pénétration est alors devenue improbable, et c'est en fait ce qui s'est passé. L'obus a explosé sur l'armure, mais n'a pas pénétré. Cependant, la force de l'explosion et l'impact physique de l'obus ont réussi à pousser la plaque vers l'intérieur. Cela a provoqué des fuites et a également réussi à écraser le réservoir d'alimentation en eau de la chaudière du côté bâbord, à bord du Lion, ce qui a eu des effets néfastes sur le navire britannique. Un autre navire présent à Dogger Bank, mais également présent à Jutland, était le Her Majesty's Ship Tiger. Maintenant, à Jutland, le Tiger a été touché de nombreuses fois, principalement par les canons de 11 pouces du Moltke. Le timing précis et donc les distances auxquelles la plupart de ces coups ont eu lieu sont un peu difficiles à discerner en raison de la nécessité évidente de faire correspondre les enregistrements partiels des deux côtés en termes de « quand le Moltke a tiré, pensant avoir vu des coups, puis en les faisant correspondre à ceux signalés par le Tiger ». Mais là où quelque chose peut être dit sans faire des jours et des jours de recherche sur chaque coup est une paire de coups de coquille de 11 pouces sur son armure de ceinture de 9 pouces qui est venue entre les deux tourelles arrière. Maintenant, selon le moment précis où ces coups sont survenus, ils auraient dû soit passer directement à travers l'armure, soit être juste au bord de la pénétration si vous utilisez des chiffres sur papier, mais aucun de ces obus n'a réussi à passer ou même à s'approcher de la pénétration. C'est probablement une combinaison d'un certain angle horizontal à l'impact ainsi que de la qualité de la plaque d'armure du Tigre. La plaque d'armure britannique pour une épaisseur donnée étant en fait assez bonne. Un certain nombre d'autres impacts, principalement par des obus de 11 pouces, ont été enregistrés sur diverses barbettes et tourelles à des distances plus proches, mais il est plus difficile de discerner exactement quelles étaient ces distances que ces deux impacts sur la ceinture, et les dégâts qu'ils ont causés sont variés. Un obus de 12 pouces, par exemple, n'a pas réussi à pénétrer la barbette de la tourelle la plus avancée, bien que des fumées et de la fumée aient été générées à l'intérieur de la dite barbette et que les deux tourelles arrière aient été touchées par des obus de 11 pouces. Le choc de l'impact sur le visage. L'armure de la tourelle Dix a causé des éclats qui ont temporairement mis hors service la tourelle et causé un certain nombre de victimes, mais l'équipage a réussi à remettre la tourelle en marche en 7 minutes. Cependant, le coup sur la tourelle Q semble avoir été en grande partie un coup sur le capot de visée, et est donc moins intéressant pour nous pour déterminer l'efficacité de la plaque d'armure, car, bien sûr, le capot de visée n'était pas particulièrement bien protégé. Donc, ce sont quelques-uns des coups portés aux plaques d'armure majeures et leurs résultats de la Première Guerre mondiale et juste après. Maintenant, une chose que vous remarquerez immédiatement, c'est que dans un certain nombre de ces cas, le simple fait que l'obus n'ait pas pénétré ne signifiait pas nécessairement que le navire était entièrement en sécurité, car un obus qui explosait alors qu'il était partiellement dans la plaque pouvait causer des effets presque aussi mauvais que s'il avait traversé. Et même si l'armure n'était pas réellement physiquement pénétrée de manière réelle, l'énergie impliquée dans la collision
et l'explosion subséquente pourrait effectivement déplacer la plaque suffisamment que si sa structure de soutien n'était pas assez forte, cela pourrait causer des fuites majeures ainsi que potentiellement écraser toute machinerie ou personnes qui ont le malheur d'être juste de l'autre côté de la dite plaque d'armure. Donc, soyez prudents. Il ne s'agit pas seulement de l'épaisseur de l'armure, il s'agit aussi de l'environnement dans lequel se trouve cette armure. Donc, avec cela dit, j'espère que vous avez apprécié ce bref résumé, l'avez trouvé assez intéressant et à bientôt. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour le doc à sec. Questions?